Donc, bonjour à tous, on va enchaîner avec une nouvelle conférence, mais avant toute chose, quelques mots introductifs sur notre intervenante. Donc Aïssam, on t'a déjà un petit peu présenté tout à l'heure, tu es programmeuse gameplay chez KT Racing, mais également vidéaste essayiste sous le pseudonyme de H. Sur ta chaîne YouTube, tu développes des vidéos qui traitent de thèmes souvent forts, engagés, et qui viennent créer des passerelles entre le jeu vidéo et des secteurs et des sujets comme le féminisme, les représentations queer, le communisme, les luttes sociales ou la question de la violence de façon générale. Aujourd'hui, le thème de ta conférence est la politisation du jeu vidéo. Donc c'est assez naturel puisque c'est un thème qui se retrouve en filigrane dans ton travail et qui vient recouper tes sujets de prédilection. Sur ce, on te remercie grandement de ta présence aujourd'hui et je te laisse la parole pour cette conférence. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous. Ouvrir mes notes, comme ça je serai toute prête. Oui, voilà, le titre de la conférence, c'est « Politiser la représentation ». Désolé, le titre est un peu nul, c'est ma faute. Je pense qu'il va durer quand même 6 slides, ce qui est pas mal pour un titre, et au bout de la slide 6, je vous dirai, bon, ça n'a pas de sens de dire ça, et voilà pourquoi. Mais c'est entièrement ma faute. Bon, on aurait pu. Enfin, voilà, je savais pas comment appeler ça. Après la représentation, la théorie critique. On s'en fout. Vous voyez ce dont on va parler globalement. On va parler de représentation, on va parler de jeux vidéo et du côté politique de tout ça, Egas. C'est parti. Il faut que je retrouve la télécommande. Ouais, c'est moi qui l'avais foutu n'importe où encore une fois. Ouais, ça marche. Bah du coup. Elle a tout dit. Je m'appelle voilà, Aïssam, H. Oui, d'ailleurs, je suis bête. C'est aussi ma faute, c'est l'info prise sur mon LinkedIn, mais du coup, je suis plus chez KT Racing. Mais j'ai effectivement bossé pendant 4-5 ans. Je suis aussi chez Solidaire Informatique Jeux Vidéo, donc le fameux syndicat. Sur YouTube, voilà, jeux vidéo, X, un peu toutes les luttes. La formule, pareil, un peu nulle, mais je ne savais pas comment résumer ça. Et du coup, pour commencer, je voulais quand même dire que en préparant cette présentation, je me suis quand même posé un petit peu la question, je pense qu'elle est importante, de qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Parce que premièrement, j'ai 1 heure et je vais pas, même si on isole vraiment un sujet, que ce soit le genre, la classe, la race, etc., je vais pas réussir à être exhaustive. En plus, ça n'a pas beaucoup de sens d'isoler complètement un sujet comme ça, vu que le féminisme intersectionnel, ça va, on commence à avoir, enfin voilà, à devoir intégrer ça, quoi, et à comprendre pourquoi c'est important. C'est simple aussi d'enchaîner des points théoriques, d'enchaîner des concepts, d'enchaîner plein de remarques intelligentes sur des jeux vidéo, etc., des analyses un peu intelligentes. Mais c'est une position qui est très confortable, tu vois, genre d'essayer de faire un truc bien carré comme ça. C'est cette position-là que j'ai sur YouTube et c'est quand même bien pratique pour moi. Maintenant, à quoi est-ce que ça va vous servir concrètement ? Parce que voilà, vous êtes des étudiants qui ont bien avancé quand même dans les études, même pour les M1, qui allez vous retrouver dans le monde du travail, où vous aurez forcément une créativité, une liberté un petit peu limitée, que ce soit parce que c'est des grandes boîtes et vous pouvez pas faire ce que vous voulez, que ce soit dans les plus petites boîtes, mais il y a les questions des investisseurs, il y a les questions de voilà, est-ce que vous allez prendre des risques de faire un truc super original et tout, et au final vous pouvez avoir des cadres d'analyse super propres et tout. Et ça vous apporte pas grand-chose personnellement, et ça vous apportera pas grand-chose dans le jeu. Alors j'essaie quand même de faire des trucs intéressants là-dessus, mais voilà. Comment est-ce que je réfléchis un petit peu par rapport à ça? Et puis je suis pas aussi venu vous donner les outils côté syndical, côté travail, etc. On va essayer de c'est un peu ce qui est en filigrane aussi, mais c'est pas ça effectivement que j'ai préparé, et c'est même pas un truc sur lequel on sait exactement comment faire, sinon on aurait déjà fait la révolution. C'est un savoir qui se crée en ce moment dans les syndics, mais c'est pas ça que je peux vous présenter aujourd'hui. Du coup, je sers pas à grand chose, mais je vais essayer de servir à quelque chose quand même. Je vais un peu plus, alors on va parler de plein de concepts, de plein d'analyses, etc. Mais je voulais plus un peu vous raconter pourquoi je me suis, et comment surtout je me suis confronté à toutes ces questions, quelle évolution un peu j'ai eu pour ça, parce que c'est pas juste moi qui ai un chemin intellectuel, etc. Ça vient d'expérience, ça vient de désillusions,
qu'on est beaucoup à vivre en tant que, enfin voilà, en tant que toutes les personnes qui se questionnent là-dessus, particulièrement en tant que personnes marginalisées. Et qu'au final, quand on va parler de représentation, souvent ça va être... Enfin, c'est le truc qu'on essaye de pas oublier, c'est que la représentation, c'est pas juste le truc à l'écran qu'il faut bien analyser, c'est que c'est aussi une façon dont nous, on va se situer par rapport à cette représentation, dont nous, on va comprendre les enjeux qui nous entourent, et ce qu'on a envie de faire par rapport à ça, et ce qu'on a envie de dire par rapport à ça, comment ça va interagir, comment ça va bouger ou pas, les structures autour, et quelle place est-ce que j'ai là-dedans. Et c'est un peu par là que je voulais aborder le truc. Je pense qu'on est beaucoup à passer par une phase céleste, avec des gros guillemets, qui est une phase un peu difficile, mais un peu joyeuse aussi. On découvre, c'est toute la période où on découvre un peu les questions de genre, de sexualité, de race, de classe, de validisme, etc., de handicap, de psychophobie et tout. On s'y confronte, on se conscientise. Parfois, souvent, ça nous aide, que ce soit parce qu'on est déjà des personnes marginalisées et que ça nous permet de mettre des mots et de comprendre certaines violences et d'évoluer, de réussir à aussi commencer à aller mieux par rapport à ça, que ce soit aussi même en tant que mec blanc ou quand on a déjà un petit peu d'idéologie incel, etc., c'est aussi qu'on va pas très bien et qu'on essaye, ça aide en général à aller un petit peu mieux. Parfois on change profondément quand on commence à se confronter à ces questions, beaucoup. Et voilà, il y a un peu cette phase ascendante à la céleste où on gravit cette montagne qui est parfois un petit peu difficile, mais et on se confronte un peu à des trucs de soi-même. Je pense qu'il y a aussi une certaine vision de la représentation qui en sort un petit peu, qui est ce côté un petit peu basique de on va représenter un petit peu tout le monde, on va créer de l'empathie avec tous les types de personnes, tous les types d'expériences qui peuvent exister dans notre monde pour que les gens se comprennent mieux. C'est cool, c'est une bonne base déjà. Seulement, je pense qu'on parle très peu de, entre guillemets, l'après de la phase céleste. Parce que est-ce qu'on se retrouve, on s'est conscientisé sur ça, est-ce qu'on se retrouve dans une vie joyeuse de lutte gentille pour plus de diversité, etc. C'est le début, et comme je disais, c'est pas pour le critiquer, c'est déjà bien. Je parle de l'après céleste, entre gros guillemets, en tant que femme trans aussi. Je pense que vous connaissez pour beaucoup l'histoire qui est autour de Céleste, qui est donc ce platformer, je ne l'ai pas résumé d'ailleurs, où Madeline, donc cette jeune fille, gravit cette montagne, et c'est une métaphore où elle se confronte un peu aussi à une version sombre d'elle-même, et elle gravit la montagne, et elle surmonte un petit peu sa dépression, ses anxiétés, etc., et certaines parts d'elle-même. Et c'est la grande histoire. Un peu après avoir fini Céleste, Maddie Sandstone, sa créatrice, du coup a découvert qu'elle était une femme trans, a compris qu'elle était une femme trans. Le jeu l'a aidé à comprendre ça. Et c'est très cool. Et je suis très heureuse pour elle. Et en plus, je vais critiquer un petit peu Céleste, mais en soi, de ce qu'il peut représenter. Mais c'est une génie du game design et je suis super heureuse pour elle. Mais il y a un peu ce truc, ironiquement, et un peu par hasard ou pas, mais en tout cas qui est que Céleste représente beaucoup la phase qu'on représente tout le temps de la transidentité. On est élevé dans une société cis-sexiste, transphobe, on ne réalise pas parfois qu'on est trans quand on est jeune, et puis ensuite on l'apprend, et du coup on peut commencer à être un peu plus soi-même, quelle que soit la façon, et c'est cool. Seulement, qu'est-ce qui se passe exactement après ça? Parce qu'on n'arrête pas complètement de vivre, et on n'arrête pas non plus complètement de vivre la transmisogynie et la transphobie de façon plus générale, qui ne se résume pas aussi, et c'est ce qu'on voit au fur et à mesure, ça ne se résume pas uniquement à un mégenrage et à des petites micro-agressions et à forcément finir une transition ou quoi que ce soit. Ça dépend beaucoup des gens, mais surtout, en tout cas, ce qu'on voit très vite, c'est qu'il y a une certaine place assignée aussi pour les personnes trans. Je parle en particulier des femmes trans parce que c'est le côté que je parle le plus.
voilà, une certaine, souvent on tombe dans une certaine précarité, on tombe dans une certaine exploitation. On tombe dans, enfin voilà, on continue à subir en fait de plus structurellement, même dans les milieux militants, même si on nous sourit, etc. Et souvent, il y a une place très précise qui est assignée aux femmes trans, qui est cette place où on parle pas beaucoup, où on laisse les autres gens parler, où on fait tout le petit boulot technique qu'il y a pour tout le boulot de logistique, etc. Ce qui est quelque chose qui se retrouve beaucoup. Et voilà, à travers la société, ça reste. Enfin voilà, on n'est pas magiquement sorti du patriarcat sans parler aussi voilà de tout le côté très patriarcal. Et justement en fait, il y a un peu ce côté, on parle que de cette phase entre guillemets céleste, entre guillemets découvrez-vous et let's go et tout. Et on répond à ces problèmes-là et au fait de voilà, il faut on va se découvrir, on va aider à se comprendre, mais on répond pas à tout ce qu'il y a après. Et en fait, sans vouloir tout de suite rentrer dans le côté politique, etc. Je vais passer à la suite. On est beaucoup à entrer dans cette phase d'après céleste, entre guillemets, à y être, et puis un jour, à continuer à être dans ce mood un petit peu de représentation, positivité, etc., tout se comprendre. Et un jour, il y a un choc. Il y a un peu un choc où on est un peu confronté à la violence que le monde peut nous réserver, et on a un peu cette sensation un peu paniquante que tous les gentils sourires, toute la gentillesse, etc., ne changent pas grand-chose. Et c'est au fur et à mesure que j'ai réalisé qu'on était plusieurs à passer par cette phase-là. Je me souviens, c'était cet hiver, il y avait des conférences aussi à Strasbourg, donc pas loin de là où je vis, et il y avait Camille C, qui est du coup qui est une animatrice qui fait de l'animation digitale, qui a bossé de l'animation digitale, donc traditionnelle en gros, qui a bossé sur Indivisible entre autres. Et je suis une whip de con quand vous me parlez d'animation traditionnelle, quand vous me parlez d'Indivisible, quand vous me parlez de Lab Zero Games, etc. Même de Shantae, même si je suis pas spécifiquement fan de Shantae, je fais waouh, genre j'ai des grandes paillettes dans les yeux et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle a fait une conférence du coup sur son parcours aussi en tant que femme trans, sur le côté politique de tout ça. Et je me souviens justement qu'elle a fini le talk sur où elle était déjà un petit peu stressée, et elle l'a fini sur elle a fini sur un petit passage en mode juste avant qu'on finisse. Je pense qu'il faut absolument qu'on parle de Gaza, je pense qu'il faut qu'on parle du génocide qui est en cours et du fait qu'on a tous notre responsabilité à militer contre ça, à militer aussi de façon plus largement contre l'impérialisme et pour une paix durable et pour une solution durable en tout cas, et pour une fin de l'occupation. Et qu'en plus, elle relie à la fin ça avec, au final, ils commencent là-bas, mais ils finiront par venir pour nous et tout. Et il y avait beaucoup, c'était à la fois un petit peu, on sentait qu'en tout cas, elle était à la fois un peu confuse de comment bien en parler, et en même temps, c'était, c'était violent, important pour elle. Et du coup, je suis allé un peu à la fin de la conférence lui dire waouh, d'une, j'aime beaucoup ce que tu fais, en plus c'était très cool, et elle m'a regardé un peu avec des rondeurs en mode j'aime beaucoup ce que tu fais, et j'étais très stressé, et j'espère que c'était pas déplacé ce que je dis, etc. Et voilà, je revoyais un peu ce même choc et ce même truc de putain, tout ce qu'on fait sert à rien, et je suis un peu vénère contre ça, et en même temps je sais pas trop comment le dire, et je suis passé un petit peu par là aussi, même si c'était sur des thèmes un petit peu différents. Moi j'ai transitionné vers les années 2019-2020. C'est des années où il y a eu, vous savez probablement, j'ai pas fait les trigger warnings au début, j'aurais peut-être dû le faire. On va quand même parler de transphobie et de mort aussi. Du coup, let's go. C'est des années où il y a eu, vous connaissez probablement le TIDOR, donc le Trans Day of Remembrance. Vous savez qu'il y a beaucoup de morts de femmes, de personnes trans en général, de meurtres aussi directement. On a vu une personne non binaire aux États-Unis qui a subi une attaque absolument horrible. Mais voilà, il y a eu plusieurs personnes trans qui sont suicidées, principalement des femmes trans qui étaient très présentes dans la communauté en 2019-2020. C'était aussi encore un an après l'assassinat de Vanessa Campos au Bois de Boulogne.
Et c'est à ce moment-là que je suis entré un petit peu dans la communauté trans. Et c'est le moment où on est très vite confronté, dans tous les cas, quand on y entre, au fait que la mort est encore très très présente au quotidien parmi nous. Que tout simplement les femmes trans meurent et les femmes trans sont tuables de façon générale, et les personnes trans en général également. Une fois de plus, quand je dis les femmes trans, c'est pas pour mettre les autres derrière, c'est parce que c'est ce que je connais le plus, etc. Et voilà, cette entrée dans la communauté trans où je pensais pas qu'un des premiers trucs que je ferais, c'est une marche funéraire, qui était aussi une manifestation pour leur rendre hommage. Et il y a un peu ce choc mais en fait, tous ces grands sourires, c'est cool, mais ils n'aident pas à grand-chose. Et voilà, c'est évidemment des morts qui étaient très liés à la précarité. C'était notamment des étudiantes qui faisaient du travail du sexe, qui galéraient avec ça à joindre les deux bouts, qui parfois subissaient les violences parce que les conditions sont merdiques. Et voilà. Et je pense que c'est une période où tu commences forcément avec la violence du choc au moment où tu commences à réaliser le truc, où tu commences à être parano. Parce que tu vois que la violence continue, que la représentation, elle est bien gentille, mais elle n'en parle pas. J'avais des années de il faut parler de ces sujets-là, et on m'avait jamais expliqué de face que les meufs trans mouraient et que les meufs trans étaient tuables. Que comme on le voit pas, ça nous permet pas réellement... c'est une porte d'entrée, mais ça nous aide pas spécialement à nous organiser, et que derrière, c'est toujours les mêmes mecs blancs qui profitent. Il y a toujours l'exemple de Dontnod où je voyais les trois random blancs qui s'étaient fait des millions et qui avaient un gros studio en surfant sur la représentation et qui au final avançait pas grand chose. Seulement, j'appelle ça de la parano, pas spécialement parce qu'une de ces affirmations est fausse, je pense que j'y crois toujours à peu près, mais parce que ça ne permet pas spécialement de construire une politique. Genre, c'est quoi le problème au final? Est-ce que si c'était des meufs trans qui gagnaient beaucoup d'argent avec ça, ce serait mieux? Je sais pas. Mais est-ce que du coup il faut complètement arrêter de faire des jeux vidéo et de faire des trucs parce qu'on est dans un système capitaliste et que tout ce qui touche de l'argent est forcément profiter des luttes, etc. Non, c'est pas non plus le sens. Et je pense qu'il faut un peu... Enfin voilà, c'est pas... comment dire ça? Il faut quand même se doter à partir de là d'un peu de théorie et d'un peu de... Enfin voilà, c'est là que j'ai commencé à vraiment aller chercher à comprendre un peu plus profondément. L'oppression systémique. Est-ce que vous saviez que l'oppression est systémique? Je pense que c'est une phrase que vous avez déjà entendue. C'est un point très important. De toute façon, c'est ce dont je vais parler. C'est aussi un petit peu répéter. Ça a l'air d'être un petit peu un slogan creux. Et il faut aussi comprendre pourquoi il est important et qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est que, de base, pourquoi est-ce qu'il y a des discriminations? Ça sert toujours à maintenir un certain ordre politique, une certaine division du travail. Donc on peut prendre par exemple le patriarcat. Il y a une assignation des femmes au travail domestique, au travail reproductif, donc au travail de faire des enfants. On est un mois après le réarmement démographique. Je pense que j'ai pas besoin de faire des dessins. Une assignation des femmes aussi à satisfaire les désirs hétéros des hommes. C'est aussi un truc qu'il faut comprendre. Tout ce qui est harcèlement, viol, etc., tout ce qui est violence sexuelle, c'est pas uniquement une question de violence individuelle, c'est aussi constamment rappeler aux femmes la place qu'elles ont. Et voilà, le harcèlement sur le lieu de travail, c'est rappeler que on t'accepte un petit peu sur le lieu de travail, mais ta vraie place, c'est quand même dans mon lit, etc., etc. Pareil pour le racisme, qui est très clairement qui va très clairement servir à maintenir une certaine division du travail. On peut voir par exemple en France. Donc je vais pas prendre spécifiquement. Il y a tous les exemples de questions d'anti-blackness, notamment aux États-Unis, en France aussi. Et il y a beaucoup notamment de toutes les dénonciations du système pénitentiaire et de la façon dont, le fameux New Jim Crow et la façon dont il sert à faire du travail gratuit à police, etc. Que je vais pas reprendre ici parce que en fait on a un exemple tout proche. On a l'islamophobie qui est très présente en France et où est-ce que la rhétorique islamophobe qu'on entend aujourd'hui, elle naît en France précisément?
elle naît, donc ce côté les musulmans sont tous des intégristes, etc. Elle naît dans les années 80 et elle naît dans la répression de grèves de travailleurs immigrés. Et du coup, ils avaient c'est eux qui se retrouvaient. Enfin voilà, quand je dis division du travail, c'est que les personnes racisées, notamment, se retrouvent à faire des travaux peu payés que personne ne veut faire, qui sont dans des conditions de merde et tout, particulièrement les travailleuses immigrées. Et le racisme sert à maintenir ça. Et donc voilà, il y avait dans les années 80, il y avait des grèves de travailleurs immigrés, principalement arabes, et les politiques et les journaux ont commencé à dire non mais attention, là ils sont pas en train de réclamer des trucs au niveau du salaire, etc. Ne vous trompez pas, c'est juste des intégristes qui ont été emmenés par leur imam un peu trop, par leur imam intégriste, et ils sont là pour établir leur ordre religieux et tout. Et ça a plutôt bien marché. Et du coup, les gens ne les soutenaient pas et ils ont juste pu balancer la police sur eux. Et du coup, voilà, il y a derrière, à la source, qui produit du coup ces discours racistes qui seront ensuite repris dans les années 90, puis dans les années 2000, etc., et évoluer sur l'intégrisme de tous les musulmans, sur les banlieues, etc. Il y a de base toujours cette question de maintenir une certaine exploitation. Pareil, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le massacre qui continue à Gaza, c'est que pour que les gens comment dire ça, pour pouvoir massacrer 30 000 civils, dont 10 000 enfants, il faut bien, et que personne ne fasse trop bling-blonk, il faut bien que les gens détestent les musulmans et trouvent que c'est des gens, et les arabes, et trouvent que c'est des gens en dessous de l'homme, du coup, il y a besoin de cette islamophobie, et du coup, on a un peu tous les chiens de garde qui viennent, et les médias qui viennent accueillir ces discours-là, et fabriquer ce consentement précisément. Et un peu toujours, en fait, le mécanisme que j'essaie de vous montrer, c'est que on peut essayer de déconstruire les gens individuellement, c'est bien, et c'est une première chose. Seulement, ça reviendra. Parce qu'il y a des moments, pour maintenir cet ordre du pouvoir-là, ça va nous retomber dessus. Que ce soit les discours sexistes, les discours racistes, etc. À un moment, il y en aura besoin. Et il y aura toujours les gens, il y aura toujours la structure pour les produire, pour avoir des gens qui vont dire des conneries à la télé, pour maintenir cet ordre-là aussi chez les flics, dans la justice et tout, dans les boîtes. Et voilà, pour le sauver. Et du coup, on en arrive on arrive à la conclusion, c'est que dire qu'il faut juste se déconstruire et que c'est tout, c'est toujours un petit peu un mensonge. Et parfois, c'est un mensonge qui commence à être un petit peu grave, parce que souvent, quand tu commences à te déconstruire, tu commences à comprendre ces raisons structurelles-là. Et quand on te répète à longueur de journée que non, c'est juste un truc, c'est juste que les gens faut qu'ils comprennent individuellement, etc., ça se met à brouiller les pistes. Tu te mets à oublier un petit peu d'où viennent la société qu'elle le connaît, d'où viennent le fait que maman fait la popote et papa va au travail, etc. Et du coup, tu remontes moins directement à la racine de ces problèmes-là. Et du coup, tu peux pas trop t'organiser, tu les combats dans ton coin, et c'est un petit peu tout. C'est pas un hasard, je vais passer un peu vite là-dessus, c'est pas un hasard évidemment si c'est le moment aussi depuis les années 70 où il y a la naissance de la sitcom, des petites sitcoms familiales, etc., où au lieu de représenter des gens un peu loin de nous, on va vraiment montrer des gens qui vous ressemblent à la télé et qui vous rappellent que ce que vous vivez c'est normal, que les petits problèmes vous pouvez les résoudre à une échelle individuelle entre vous, mais qu'il faut surtout pas les penser d'une manière un petit peu trop politique. Et c'est pour ça. Hop. Laissez-moi tourner ma page. C'est pour ça qu'il y a un côté parfois un petit peu conservateur, avec des grosses pincettes et tout, dans la représentation qu'on voit comme apolitique. Dans une représentation avec des gros guillemets apolitique ou dépolitisée, c'est qu'on montre toujours des gens qui sont heureux, qui sont intégrés socialement. J'ai pas trop parlé de Dontnod et Tell Me Why, où par exemple vous avez donc ce jeu autour d'un homme trans qui s'appelle Tyler.
où justement voilà, il revient dans sa petite ville natale après avoir transitionné et globalement qu'est-ce qui va se passer. Il y a plusieurs personnes, il va y avoir toute l'histoire autour de sa mère, etc. Mais globalement il y a plusieurs personnes qui vont être un peu discriminantes par rapport à lui poser des questions de merde, etc. Il va leur répondre, ils vont leur expliquer, ils vont déconstruire tout le monde et au final Tyler peut vivre sa petite vie joyeuse. C'est pas spécialement méchant, là, comme ça, comme récit, mais il y a toujours ce même truc de on va finir par montrer des gens qui sont heureux, qui sont intégrés socialement. Il va y avoir assez peu de critiques, on va assez peu représenter des violences systémiques. Il va voir les flics et il n'y a pas de souci, et le flic est super sympa avec lui et super déconstruit. J'aimerais bien. Et il y a ce truc un petit peu intéressant. C'est ce truc un peu intéressant aussi avec les prods de Dontnod, c'est qu'ils reprennent le registre même de l'idéologie, c'est qu'ils reprennent un peu le côté, pas forcément sitcom, mais petite série familiale américaine où on montre un peu des gens qui nous ressemblent. Et au final, on montre que la société, il y a des petits défauts, mais au final, ça va. Il suffit d'expliquer un petit peu aux gens et tout va bien, et tout reprend un peu sur des roulettes. Et du coup, c'est ça. Il y a un peu ce truc. Au final, c'est pas tellement apolitique et c'est pas tellement dépolitisé et c'est même plutôt chargé politiquement parce que c'est en train de nous dire aussi, il y a un deuxième discours, c'est de dire au final, tout va bien. Les gens ont juste pas trop bien compris encore, mais la structure, il n'y a pas de problème. Le côté capitaliste, le côté etc. Il faut pas se poser des questions là-dessus. Il faut pas aller chercher par là le problème. Sauf que si on va un peu plus loin, on va commencer à voir très très clairement les problèmes. Voilà, The Last of Us 2, il y a un peu ce même parcours de les gens vont se déconstruire, les gens vont se déconstruire individuellement. Donc il va y avoir un personnage transgenre et comment dire ça. Et il va finir par être bien accueilli par des gens un peu plus gentils que sa famille d'origine. Seulement derrière, et du coup c'est un peu pour dire que la société va très bien. Seulement la société de The Last of Us 2, elle est un peu violemment impérialiste. Pour vous résumer le jeu, si vous ne l'avez pas fait, il y a deux factions, les Wolves et les Scars. Les Scars sont une faction qui est très religieuse, très intégriste, alors qu'en face, il y a les Wolves qui sont militaires, qui sont très bro, qui sont très un peu armée américaine, etc., qui ont notamment partout des checkpoints dans la ville, qui contrôlent une grande partie de la ville. Et dans tout ça, il y a Lev, qui est un enfant transgenre, c'est ce qu'on disait, un jeune mec trans, en tout cas une jeune personne transmasque, qui est né chez les Wolves, sauf que quand il a décidé de se révéler les cheveux pour dire non, mais je suis pas une fille, toute sa tribu a décidé de le chasser, et du coup il fuit et il est accueilli par une petite faction des Wolves, donc il est un peu accueilli par la civilisation qui va lui dire ah non, tout va bien, on t'accueille, on va te protéger et tout. Et comment dire ça ? Et on nous décrit tout au long de The Last of Us 2 aussi le dilemme intérieur de Lev qui reste attaché à sa famille et à son peuple de base, malgré le fait que son peuple de base, ce soit des gros barbares intégristes qui ne comprendront jamais rien à la transidentité et qui vont juste le poursuivre et le massacrer. Mettons au passage que The Last of Us 2, Neil Druckmann le dit assez clairement, est très clairement inspiré par le conflit israélo-palestinien, en tout cas par l'occupation de la Palestine. Donc il en parle de façon assez claire. Ça se transmet aussi assez clairement. Les Wolves, c'est un truc un état de barbares un petit peu très religieux, etc. Alors que les Wolves je sais plus ce que je dis. Voilà, les Scars sont très religieux. Les Wolves, il y a ce côté très militarisé. Il y a les checkpoints qui sont installés un petit peu partout, etc. Genre parfois la métaphore est pas super fine. Et c'est intéressant parce que, allons-y, poussons la métaphore. Est-ce que ça reflète bien l'expérience des queers palestiniens ? Les queers palestiniens au Gaza, oui, effectivement, ils peuvent essayer d'aller en Israël. Ils seront accueillis très gentiment par l'immigration, par les checkpoints. Ils seront accueillis dans un état d'apartheid où ils n'ont pas les mêmes droits que les Israéliens.
Mais plus insidieusement, au cours de la guerre, il y a eu énormément de reports du fait que l'armée israélienne faisait du chantage au coming out à des queers palestiniens. Donc il repérait des homosexuels, il les spottait avec la surveillance constante, avec les snipers, etc. Il les chopait en otage. Et globalement, il y avait ce chantage très précis de si tu nous donnes pas toutes tes infos, on diffuse des photos compromettantes de toi et bonne chance pour survivre. En face, est-ce que c'est si joyeux pour la communauté LGBT en Israël? Non, parce que pourquoi? C'est vrai qu'il y a une certaine acceptation LGBT en Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a une politique nataliste en Israël et que la représentation dominante de l'homosexualité, de l'homosexualité gentille, c'est les homosexuels qui sont parents, qui peuvent élever, adopter un enfant. Et du coup adopter un nouveau civil, un nouveau citoyen israélien et permettre du coup de repeupler la terre promise. La propagande autour de ça est très axée là-dessus. Et ça reste une acceptation qui est très conditionnelle parce que cette condition-là, c'est déjà très critiqué par beaucoup de la communauté queer israélienne. Et puis, on voit aussi qu'en même temps que cette acceptation, il y a l'arrivée au pouvoir de plus en plus avec l'extrême droite d'homophobes extrêmement violents, extrêmement notoires dans le gouvernement israélien. Du coup, est-ce que d'un côté il y a de la civilisation? Est-ce que d'un côté, est-ce que tout est gentil et accueillant? Et puis il y a toujours ce truc aussi, les luttes queer, elles existent au sein des peuples arabes, au sein de la société palestinienne. Moi, je peux plus témoigner du côté de la société syrienne, genre. Quand un pays peut un petit peu respirer et pas trop pris au milieu des guerres et de l'impérialisme et du totalitarisme, en général, il y a un peu plus de place pour ces luttes pour exister. Quand mon père est syrien, donc je suis d'origine franco-syrienne. J'ai vu pendant mon enfance qu'à Damas, au fur et à mesure, de plus en plus, c'était accepté que les femmes ne portent pas le voile, etc. Alors, il n'y a pas de la représentation homosexuelle dans les rues, mais c'était des luttes qui commençaient à exister. Et puis, il y a eu la guerre. Alors, c'était déjà ça a toujours été Bachar el-Assad, donc ça a toujours été un régime totalitaire. Mais il y a eu la guerre. Il y a eu l'impérialisme russe qui s'en est mené pour arrêter les guerres de libération et pour établir Bachar el-Assad. Et depuis, ça a tourné ça a serré la vis et c'est plus tellement comme ça. Donc il y a un peu, en fait, dans The Last of Us 2, pour revenir à ça, il y a un peu ce mythe central dans nos sociétés occidentales universalistes, il y a ce mythe exactement dont on parlait tout à l'heure, le mythe universaliste. Le mythe, tout le monde est accepté, il y a juste besoin de se déconstruire. Et on voit directement, comme il est utilisé ici, pour mentir sur les deux sociétés, et pour justifier une certaine violence, une certaine déshumanisation de l'une par rapport à l'autre. Et du fait que vous ne faites que shooter des scars pendant les 3/4 de The Last of Us 2. Sur quoi je voulais conclure? Je crois que j'avais un truc à rajouter par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, on voit un peu plus que ça se met à justifier des trucs vraiment pas ouf. Et on a vu aussi la façon dont Israël a beaucoup joué de ce truc de nous on va taper contre les méchants homophobes. Vous êtes des queers qui soutiennent la Palestine, mais est-ce que vous voulez qu'on vous envoie là-bas et que vous fassiez lapider? Bon, on a vu comment ça peut être mobilisé. Deuxièmement, je voulais passer un petit peu aussi sur comment est-ce que tout ça, ça marche. Parce que on va voir, on le sent très vite, qu'on a besoin aussi de se doter d'une meilleure façon de comprendre le jeu vidéo. Parce qu'il y a encore, alors je pense que vous commencez déjà à la critiquer et à plus trop travailler avec ça, mais il y a cette vieille compréhension un petit peu de la séparation entre, d'un côté, on fait un gameplay qui est fun, etc., qui est juicy, qui marche bien et tout, et puis par-dessus, on va mettre de l'histoire qui est un peu l'assaisonnement par-dessus ça, et voilà. C'est une façon, avec plein de concepts, être rewarding pour le joueur, etc. C'est des outils qui sont très bien, qu'on peut complètement utiliser dans des prods, etc. Parce qu'il y a besoin de faire un jeu qui marche quand même. Mais c'est aussi une compréhension qui peut avoir un petit peu des limites et
qui devient très très vite étroite. Pourquoi? Je vais vous reparler, je vais être chiante, de Mass Effect. Je vais essayer d'être rapide. On va pas trop tout refaire. Qu'est-ce qui se passe dans Mass Effect? Ce qui m'intéressait en tout cas, donc voilà, j'ai fait une vidéo, j'imagine que tout le monde n'a pas vu, j'ai fait une vidéo sur Mass Effect. Qu'est-ce qui m'y intéressait? C'est que dans Mass Effect, vous avez le choix de laisser cours à un génocide ou de l'arrêter. Donc il y a ce truc de j'aurais dû mettre des photos de Krogan derrière, je suis bête. Donc ça c'est pas du tout les Krogan. Comment dire ça? Il y a une race alien qui s'appelle les Krogan qui du coup sont des barbares qui arrêtent pas de se reproduire et de faire la guerre nucléaire et de niquer toute la galaxie. Et du coup on leur a balancé on leur a inoculé un génophage du coup qui est un virus qui les rend stériles ou qui fait de la mortalité infantile énorme, et du coup, l'espèce va sur sa fin. Et tout au cours de la saga de Mass Effect, toute la storyline des Krogan, ça va être à chaque fois de choisir, est-ce que vous voulez arrêter ce génocide? Ils ont appelé ça le virus, ils l'ont appelé le génophage, je pense qu'ils savaient très bien, ils savaient très bien de quel sujet ils parlaient, ou est-ce que vous voulez le continuer? Et très clairement, dans Mass Effect, on vous dit on vous fait quand même comprendre que le génocide, c'est pas bien. Ce qui est une très belle leçon, et on vous pousse à faire ce choix de ne pas commettre un génocide et de l'arrêter dans le 3. La question que je me suis posée à ce moment-là, la question que je me suis posée à partir de cette situation-là et de cette lecture un peu basique de « Ah, on vous apprend dans Mass Effect que le génocide n'est pas bien, bravo », c'est de se demander, mais en fait, comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce que de base, on arrive et on construit cette situation de vous avez le choix de continuer un génocide ou pas? Parce que concrètement, c'est une situation qui n'est pas si loin des 2 derniers siècles d'histoire européenne et mondiale. En tout cas d'histoire des colonies. Le côté, tu vois, genre les petits chiffres dont BioWare se vante à base de 92% des joueurs ont arrêté le génocide. Oui, dans la réalité, il y a un peu, on entend un peu souvent en Europe ces mêmes arguments de on pouvait faire des génocides chez vous et à 90% du temps on l'a pas fait et qu'est-ce qu'on est gentil quand même. Et la question un peu que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à cet ordre-là? À travers la construction, à travers les colonies, dans la vraie vie en tout cas, il y a eu toute la période de la colonisation, toute la mainmise occidentale sur le monde qui s'est imposée, tout l'ordre racial qui a été imposé à partir de ça, et qui classait les espèces et qui classait les races entre guillemets d'humains, et qui les classait aussi pour des besoins parce qu'il fallait les exploiter, ou en tout cas il fallait pouvoir les gérer comme des animaux, du coup on les a classés comme des animaux. Et il y a aussi, parmi ça, un sentiment d'urgence pour la survie, qui est toujours très présent, d'une menace existentielle, et ça, que vous alliez, évidemment, alors je ne veux pas tout ramener au nazisme, mais c'est important d'analyser le nazisme là-dessus. Il y avait très présent ce truc de la survie de la race, ce truc de il faut éliminer les éléments inférieurs de la race humaine, parce que sinon on ne survivra jamais dans le grand ordre de la nature. Sentiment de menace existentielle qui est aussi très présent d'une façon très différente quand on parle de la guerre en Irak ou quand on parle du génocide à Gaza, puisqu'il faut absolument les anéantir jusqu'au bout, parce que sinon c'est eux qui vont nous anéantir. En tout cas, c'est utilisé de la même façon. Et en fait, il y a exactement la même chose qui se produit dans Mass Effect. Le jeu doit justifier qu'on soit là et qu'on puisse, nous, petits humains random, aller faire ce choix. Et en fait, il va reproduire exactement tout cet ordre-là pour justifier qu'on ait ce pouvoir-là, et notamment tout ce qu'il va dire sur la race, tout ce qu'il va dire sur la différence des races et sur la façon dont ils fonctionnent, etc. Et ça va nous servir à consolider un petit peu cette position-là et à nous mettre dans la position de nous dire « Ah, peut-être que c'est un choix raisonnable de choisir de génocider une race ou pas, et c'est un choix même bien et même fort humain et fort, je peux me féliciter un petit peu d'avoir dit non. »
Et c'est aussi ça qui m'intéressait aussi de base dans Mass Effect, c'est le côté, on parle beaucoup de racisme dans le jeu vidéo, on parle beaucoup de questions aussi avec la fantasy évidemment, le fait de la base de la fantasy, il y a plein de races différentes, soit des elfes, des hauts elfes, des orques, etc. Soit par exemple dans Mass Effect, ce côté des différentes espèces d'aliens qui doivent cohabiter ensemble et tout. Et se demander est-ce que c'est raciste, est-ce que ça a des accents racistes, mais en même temps là c'est pour parler de tribus différentes et tout. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'elle était très directement utilisée comme un outil de pouvoir, utilisée comme une justification d'avoir un pouvoir de vie ou de mort sur une population entière. Et c'est aussi, pour finir, je vais passer très rapidement là-dessus, c'est aussi un point central de la fantasy de Mass Effect, et c'est ça qui est très intéressant. Toutes ces questions-là, elles nous permettent d'aller nous demander pourquoi est-ce que dans Mass Effect, on est aussi paniqué par l'arrivée des moissonneurs. Si vous n'avez pas joué au jeu, c'est une race alien qui risque de tout détruire, etc. Et genre, d'où est-ce qu'elle vient cette peur de la destruction? D'où est-ce qu'elle vient cette mythologie de la fin et de l'apocalypse? En tout cas, à quoi est-ce qu'elle sert dans le contexte politique précis de Mass Effect? Et ça nous permet de nous poser toutes ces questions-là. Je ne vais pas refaire toute la vidéo. C'était déjà pour me présenter un petit peu, présenter les outils qu'il peut y avoir autour de l'utilisation de la race, etc. Et puis en venir à ce point, c'est que tout ça va servir à une certaine construction de subjectivité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le terme un petit peu compliqué, mais je pense qu'il est très intéressant pour comprendre ce qui se passe, comment les discours se font dans les jeux vidéo. Souvent, tout ce qui va se passer dans le jeu vidéo, que ce soit les éléments, ça va être autant les éléments d'histoire, les éléments graphiques, etc., les éléments de jeu, ils vont servir à donner une certaine place au joueur ou à la joueuse dans le monde. Ce qu'on appelle, c'est ce qui est appris ce qui est nommé en philosophie, et surtout depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la subjectivité. Qui est le sujet, qui est le jeu? Qu'est-ce que je peux faire sur le monde? Et là, par exemple, c'est ce qu'on disait dans Mass Effect, tout ce qu'on nous dit sur la race, tout ce qu'on nous dit aussi sur les moissonneurs qui arrivent et qui menacent la galaxie, etc., ça va justifier qui on est en tant que Shepard, le perso principal de Mass Effect. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ces actions, de prendre ces décisions? Et de façon plus générale, c'est un outil très utile, cette question de la construction de la subjectivité, de qui suis-je, comment puis-je agir sur le monde, pour analyser plein de trucs. Je vais prendre juste un exemple très, très rapide. Vous êtes étudiant, étudiante, vous apprenez des savoirs techniques, etc. d'un certain côté. De l'autre côté, il y a aussi dans les écoles ce côté de vous construire en tant que sujet, vous dire que moi, je peux aller présenter mon projet et choper des subventions, etc. Du coup, je vais devoir me comporter de cette façon-là, etc. Et voilà, vous donner des prises sur le monde et vous apprendre tous les codes pour faire ça. Et du coup, c'est beaucoup comme ça qu'on retourne la question à partir sur le plan très théorique, à partir de il y a un gameplay de base et il y a l'histoire de l'autre côté. Non, là, on va tout analyser pour se demander qu'est-ce qu'on fait à partir du joueur? Est-ce que c'est le bon choix ou pas? Non, la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a ce choix? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on l'a justifié? Et comment est-ce que tout marche? Je suis désolé pour le justifier. Et il fallait qu'il y ait une image de Yakuza. Je suis un peu nul, je l'ai prise rapidement sur internet, je peux même pas vous dire quel Yakuza c'est. Mais bon voilà, vous avez la petite image de Kiryu. Et je pense que c'est une façon qui est très utile et très riche d'analyser des jeux que vous voyez, ou même peut-être de l'utiliser en tout cas pour vous demander ce que vous faites, d'avoir ce truc mais en fait, tout dans le jeu, comment dire ça? Dans le jeu, vous allez construire un monde, mais vous allez aussi construire un perso qui agit sur ce monde, un monde qui réagit par rapport à ce perso, un monde qui agit sur ce perso, et souvent ça va beaucoup venir, et c'est très direct dans le jeu, ça va venir construire ce personnage, ça va construire qui est ce personnage. Qu'est-ce que ça dit comment dire ça? Par exemple, disons que voilà, je lance Yakuza, je pousse le stick, je me balade un peu dans les rues de je ne sais plus quelle ville c'est, de Yokohama, on va dire, et il y a 3 punks qui me sautent dessus et je les tabasse. Qu'est-ce que ça dit de mon petit Yakuza en costard? Qu'est-ce que ça dit de qui je suis en train d'incarner en tant que joueur? Genre, est-ce qu'il faut l'analyser à partir de ça a été fun, ça a été juicy
Et j'ai une petite reward, c'est intéressant pour savoir si ça marche bien comme jeu, ça marche bien Yakuza. Mais il y a aussi ce truc de ça va nous vendre, ça va nous mettre dans la position de ce Yakuza. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut juste nous mettre dans des positions de mecs parfaitement droits ou de meufs parfaitement droites dans leurs bottes, etc. Mais c'est une façon de comprendre tous les discours qu'ont les jeux. Au-delà de juste parler de l'histoire. Est-ce que je voulais ajouter des trucs là-dessus? Et la dernière partie, bon, j'ai parlé de plein de problèmes différents. J'ai parlé un petit peu d'outils que j'utilisais pour retourner des questions et pour analyser un petit peu plus. Et justement, enfin, je sais plus si j'oublie toujours un petit peu des trucs à dire. De toute façon, vous avez probablement un peu vu derrière. Mais oui, effectivement, le fait de retourner la question dans Mass Effect, tu vois, au lieu de regarder vers l'avenir et vers le côté qu'est-ce qu'il y aura après ce choix, de regarder qu'est-ce qui a construit ce choix de base, c'est ça qui me permettait aussi dans la vidéo, si vous l'avez vu, de revenir aussi sur toute l'histoire du colonialisme qui a permis à ce genre de choix. Voilà. Il y a tout ça, il y a des problèmes, il y a des outils, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans tout ce bordel? On fait des jeux de gauchistes. On a compris qu'il fallait réexpliquer aux gens qu'il y a un lien entre les situations individuelles qu'ils ou elles vivent, les petits bouts de transphobie, j'en ai pas parlé spécifiquement. Par exemple, la transphobie, c'est méchant individuellement, mais ça sert aussi à maintenir un certain ordre du genre qui est bien cohérent et qui assigne une certaine place aux femmes, etc. Une place qui est un petit peu naturalisée et tout. Un petit peu, c'est un euphémisme. Et il faut comprendre le lien aussi avec qu'est-ce que ça sert comme structure de pouvoir. Et une fois qu'on le comprend bien et qu'on arrive à le transmettre, qu'on arrive à le faire comprendre d'autres gens, ça veut dire qu'on peut commencer à s'organiser pour aller détruire, pour aller taper des flics et pour aller détruire ce genre d'institution. Et du coup, voilà, on va comprendre les racines de notre oppression, on va se réunir, on va les faire péter des trucs. FF7, c'est le moment où vous faites exploser un réacteur Mako, donc un espèce de réacteur nucléaire qui vide la vie de la planète. Mais c'est pas toujours comme ça que ça marche. Étonnamment, et c'est très intéressant. Enfin voilà, c'est intéressant. Tous les jeux qu'on catégorise un peu naturellement comme des jeux de gauchistes, c'est pas forcément des jeux qui nous parlent de faire la grève générale, de faire la révolution et d'aller taper des trucs. Il y en a qui le font, ils sont souvent très bien, ils sont souvent très intéressants. Mais il n'y a pas que ça, et c'est pas que ça qu'on voit comme des jeux de gauchistes. J'aurais pu mettre Disco Elysium qui est très intéressant là-dessus. Fallait pas non plus que ce soit des slides de regardez tous ces jeux cool dont je vous parle. Ouais. Mais je pense que de façon intéressante, ce qu'on catégorise un peu des jeux de gauchistes comme des jeux de gauchistes sans forcément savoir exactement pourquoi. Alors Night in the Woods, c'est assez clair quand même de pourquoi. Mais qui finissent pas non plus par une grève et par des faucilles et des drapeaux de faucilles et du marteau qui s'élèvent au-dessus de la ville. C'est quand même en fait souvent des jeux qui nous parlent. Night in the Woods, qui est un jeu trop cool, nous parle d'une petite ville qui était une ville, je sais pas joué depuis longtemps, qui me semble était une ville ouvrière, qui en tout cas aujourd'hui est une ville qui commence à être à l'abandon. Et c'est ce qui transpire dans tout le jeu, c'est ce sentiment d'abandon, c'est ce sentiment que la vie n'a plus de sens à errer toute la journée dans un petit peu les ruines de ce centre commercial, etc., dans cette ville qui est plus très vivante, et à faire des conneries alors que les études sont finies et qu'ils savent pas trop, que les protagonistes savent pas trop quoi faire de leur vie, et que leurs alentours leur apprennent pas trop.
Et c'est pas spécialement, on parle de violence, on parle de gros problèmes, et c'est pas spécialement un jeu triste, Night in the Woods non plus. C'est pas des gens qui doument et qui souffrent et qui finissent par tous se suicider. C'est doux amer d'une certaine façon. Et c'est pas non plus le seul truc qu'il faut faire, mais voilà. Mais en tout cas, il a ce truc il confronte le problème. Il nous montre d'une certaine façon comment nos expériences, ces expériences un petit peu personnelles en tout cas, elles sont liées au capitalisme qui a petit à petit abandonné cette petite ville, qui laisse les habitants sans vraiment de sens à leur vie et tout. Et c'est très présent. Et du coup, au fur et à mesure, on refait le lien avec cette représentation qui est aussi un petit peu plus deep et un petit peu plus complète de ce qu'on vit. On refait le lien avec ce qu'on vit et avec toutes les politiques qui vont définir les contours de notre existence. Et c'est aussi quelque chose c'est aussi des genres de jeux qui, je pense, nous touchent beaucoup plus. Ils parlent même sans comprendre profondément. Enfin voilà, je pense que je pourrais pas décrire comment dire ça, la façon dont Night in the Woods parle d'urbanisme par exemple. Genre je n'ai pas j'ai pas les mots pour dire exactement ce que fait Night in the Woods. Mais même sans ça, on arrive à relate et on arrive à comprendre. On arrive à toucher un peu plus cette expérience émotionnelle. C'est vrai que c'est assez intéressant, par exemple, pour moi, de les comparer à du Dontnod, où tu sens que c'est des gens qui vivent pas forcément en Amérique. Vous avez le droit d'aimer les jeux Dontnod. Hein. C'est mon exemple un petit peu de hate, mais c'est pas non plus pour dire que c'est des horribles fascistes ou quoi. Mais il y a un peu ce côté. Dontnod, c'est des jeux qui sont souvent inspirés beaucoup de séries américaines de cette vie-là, qui au final ne sont pas tellement faits par des jeux qui y vivent et qui ont toujours un peu cette représentation creuse et le petit mec du supermarché, genre c'est personne d'autre que le petit mec du supermarché, c'est pas eux, faut la comparer ça à un Night in the Woods, comparer ça à un Alan Wake qui est très rigolo là-dessus aussi et tout. Ça, c'est toujours un peu creux et ça manque un petit peu de vie. En vrai, je me dis, j'aurais pu vous parler un peu plus de jeux. J'enchaîne un petit peu trop les points théoriques. Bref, c'est bientôt fini. Est-ce qu'il y a des gens qui sortent de licences de cinéma et qui ont déjà vu 1000 fois cette image et qui savent quel film c'est Oui, c'est ça. Voilà, désolé aux gens en études qui sortent de licence de cinéma qui ont déjà vu 20 000 fois ces images-là. Du coup, c'est une image de Jeanne Dillman, 103 rue du Commerce, quelque chose comme ça. C'est le titre du film. Donc, c'est un film des années 80, il me semble, qui montre l'histoire d'une mère célibataire qui se prostitue pour pour subvenir aux besoins de sa fille. Je vais pas en raconter beaucoup plus. Qui est filmé avec beaucoup de pudeur. C'est filmé d'une façon très lente et avec surtout beaucoup d'attention aux petits gestes, des tâches ménagères. De faire toutes les petites tâches ménagères, de gérer la maison, de réaccueillir sa fille, d'éteindre les lumières le soir, etc. C'est un rythme qui est très lent, qui est très régulier, qui est vraiment rythmé comme une certaine horloge. Qui déstabilise beaucoup, effectivement, évidemment, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude au cinéma. Et il y a Teresa de Lauretis, qui est une universitaire assez connue dans les études de cinéma et aussi sur les questions queer, qui dit justement que le film réussit à complètement briser le temps de la narration pour montrer et pour nous mettre vraiment pour nous montrer réellement l'expérience de ce que c'est que d'être une femme qui fait tout ce travail, qui est assignée à tout ce travail domestique, etc. Et toute la lenteur et voilà. Et pour ça, il y a besoin de briser ce temps de la narration au cinéma, qui est quand même beaucoup plus souvent un temps. Il y a une histoire, il faut avancer dans l'histoire, etc. Les dialogues servent à avancer l'histoire. Sauf que là-dedans, ne peuvent exister que les histoires de mecs et jamais trop ce que précisément nous on vit. Et ce qu'elle nous dit de Lauretis, c'est que ça nous permet d'avoir un certain état double, parce qu'en soi, on vit dans ces positions qui ne sont pas spécialement parfaites. Genre, on vit toutes dans des positions de femmes. Souvent, on n'échappe jamais magiquement aux relations de genre ou quoi que ce soit. Comment dire ça ?
Pareil, quand je viens présenter une conférence, je me maquille parce que j'aime bien et que ça fait joli, mais aussi parce que je sais très bien, enfin voilà, la façon dont je m'habille, c'est aussi que je sais très bien qu'il vaut mieux que je présente assez propre, etc., un petit peu maquillé et tout, pour pas non plus me prendre... Enfin, voilà, ça me permet d'avoir une certaine position aussi en tant que femme trans et pas non plus prendre trop de haine, trop de face. Et je pense qu'on est aussi pareil en tant que on va beaucoup être des salariés pour un patron dans une société capitaliste, parfois dans des très grandes boîtes, etc. Et il y a un peu toujours cette situation de cet état un peu double de on est dans cette situation et en même temps on en devient consciente. On a une conscience de ses problèmes, on a une conscience au fur et à mesure de ce qui les cause, des racines de tout ça, et on peut commencer à s'organiser, à les comprendre, à les défaire et à s'organiser, à râler contre ça. Et je pense que c'est toujours ça qu'on essaye de construire, entre guillemets, dans tous les jeux, que ce soit du Disco Elysium de façon un petit peu rigolote et étrange dans un Night in the Woods. Et pareil, d'une façon très particulière, dans du jeu vidéo, ce sera toujours avec des gros guillemets, mais ce qu'on pourrait appeler du jeu vidéo transfemme. C'est une grande question de que je me pose et à laquelle je m'intéresse. Est-ce qu'il y a un jeu vidéo qui est spécifiquement transfemme ? Je vais le dire, je ne sais même pas si tous les jeux que j'ai cités là, donc il y a Rust and Moss, il y a Signalis évidemment, If Found et Heaven Will Be Mine. Si tous ces jeux, il y a aussi quelques images de ESC de Lena Raine, donc un visual novel de Lena Raine, qui sont les petits visuels que j'ai utilisés là entre chaque partie. Alors je ne sais même pas si tous ces jeux sont faits par une personne trans, ni par une personne, ou en tout cas sont principalement faits par des personnes trans femmes. En tout cas, je ne sais pas pour tous. C'est plus, au moins, des jeux que dans la communauté, on a très largement adopté. Ils ont reçu le badge d'honneur et tout, très clairement. Et tous ces jeux, ils ont des traits en commun qui sont très très proches. Et c'est ce qui m'intéresse aussi. Cette idée d'un certain en dehors, comment dire ça, de toute façon, on voit que pour 3D jeux, ça se passe dans l'espace. Signalis, il y a ce héros robot qui débarque sur une planète inhabitée, sur une base qui n'est plus habitée. Dans If Found, il y a une grosse métaphore avec l'espace. Dans Heaven Will Be Mine, c'est un visual novel sur des pilotes lesbiennes de mecha qui réfléchissent à est-ce qu'on retourne sur Terre ou est-ce qu'on revient dans l'espace. Il y a aussi ce sentiment d'en dehors et d'exclusion, entre guillemets, dans Rust and Moss. Et ce qui m'intéresse, c'est que... Pas de souci. Il y a des façons de décrire, il y a une façon de... Il y a certaines féministes, je vais plus... notamment Talia Batt, qui décrivent un petit peu la situation des femmes trans d'une façon qui n'est pas si loin, parce que ce qu'elle explique, c'est que en tant qu'homme, on est de base considéré comme humain, on nous doit du respect, etc. Tout va bien. En tant que femme, de base, on n'est pas grand-chose, on est plutôt un objet, mais on acquiert une petite part d'humanité en prenant gentiment le rôle de bonne compagne, voire de mère. Alors que, par exemple, il y a déjà des femmes qui ne prennent pas ce rôle-là, que ce soit les lesbiennes, que ce soit les travailleuses du sexe, et on voit qu'elles sont un petit peu exclues de l'humanité, elles sont un peu en dehors, et c'est pas une très bonne chose, parce que globalement, ça fait qu'elles sont juste des objets, et ça fait qu'il y a à peu près n'importe quelle violence qui peut être commise contre elles, et on voit beaucoup ça sur la violence que peuvent subir les travailleuses du sexe. Et les femmes trans, de base, sont elles-mêmes, par défaut, exclues de ces deux catégories parce qu'elles ont refusé d'être des hommes, parce qu'en face, elles ne peuvent pas, en tout cas c'est dur, et c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure, rentrer dans ce rôle très précis d'épouse, de mère. Et en plus, il y a la question de, en tant que femmes qui ne peuvent pas se reproduire, il y a aussi cette exclusion-là qui en fait partie. Et du coup, il y a un peu cet en dehors de toute définition et de toute humanité. Il y a aussi
il y a cette objectification. Il y a aussi le fait que, on a rarement la parole en vérité. Genre là, on parle beaucoup des femmes trans, on parle beaucoup de nous, mais c'est rarement, très précisément, nous, nos mots et notre théorie et ce qu'on veut dire sur nous qui arrive devant tout le monde. On est très souvent représenté par des gens. Et en vrai, c'est ce qu'on voit beaucoup aussi dans nos communautés, c'est qu'il y a peu de compréhension de notre propre expérience, de nos propres corps aussi. Ce que je vais pas spécifiquement détailler, mais c'est quelque chose qui est très présent quand on interagit entre nous. C'est qu'il y a vraiment, pour le résumer avec le terme un peu intelligent, c'est qu'il y a vraiment un silence épistémologique autour de nous. Et c'est pour ça, et c'est ce qui m'intéresse, c'est que dans ce jeu vidéo Transfemme, il y a toujours ce besoin de venir au terme, de parler, de trouver des mots un petit peu bizarres et des façons un petit peu détournées, de parler de cet au-dehors, de ces corps un petit peu étranges, un petit peu redéfinis, qui se redéfinissent sans cesse, qu'on redécouvre au fur et à mesure. Il y a aussi très présent ces thèmes de la fatalité, du deuil, du destin, ces thèmes de l'inconnu et de la peur de l'inconnu, de la monstruosité, mais qui sont repris de façon très très différente par rapport à Mass Effect par exemple. Et c'est ça qui m'intéresse aussi un petit peu. Donc j'ai pas de toute façon ce serait beaucoup trop long et j'ai pas des trucs précis à vous dire aujourd'hui, mais il y a aussi ce côté un petit peu pour terminer, ce côté examiner le jeu vidéo à travers des questions de genre, de race, de classe, etc. Ça veut pas juste dire avoir une analyse et virer de côté un peu le côté fantasy pour juste et fantastique pour juste analyser les trucs un petit peu carré aussi et tout. C'est que ça nous permet de comprendre en vérité aux profondeurs ce que font les jeux vidéo, comment ils marchent, ce qu'ils disent. Ça nous permet de comprendre le fantastique, de se réapproprier certains trucs, de le remodifier, de le remodeler pour dire des trucs plus intéressants. Ça nous permet aussi de mieux comprendre ce qu'on vit, de vraiment le relate à des choses plus larges et de faire souvent des œuvres qui sont assez deep et qui nous touchent assez profondément. Et du coup, je pense que c'est assez intéressant. Merci. On a le temps pour quelques petites questions, si vous avez des questions. Bonjour. Déjà, merci parce que c'était super intéressant. Moi, j'avais une question parce que c'est peut-être une impression, mais récemment, ces dernières années, j'ai l'impression qu'on a une grosse, incompréhension, on va dire, liée aux jeux vidéo, dans le sens où, en tout cas, ils parlent plus, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus les messages colportés par certains jeux vidéo, les JRPG qui sont quasiment tous anticapitalistes, les jeux qui traitent, comme t'en parlais, du conflit israélo-palestinien, sont pas compris par une certaine partie des gens qui sont très vocaux et souvent très se prétendant apolitiques entre grosses guillemets. Et je réfléchis souvent à la manière entre guillemets de combattre ce truc. On l'a vu là avec par exemple Helldivers 2 qui est sorti il y a pas longtemps, qui est genre Starship Trooper en jeu vidéo, et où il y a quand même eu des gens qui étaient là en mode putain trop cool, on va ramener la démocratie et la liberté à coups de fusil à pompe et c'est trop rigolo, et enlever de la politique dans mon jeu politique. Et du coup je me posais la question de c'est quoi les leviers, c'est quoi les ressorts qu'on a pour combattre ce genre de truc, parce que c'est un peu imparable comme question, comme truc quoi. On comprend pas, donc il n'y a pas de message quoi. Merci. De toute façon, vous avez des cuisses à Angoulême à force de monter la colline.
c'est rien pour toi les 3 escaliers de la. Je sais pas si peut-être qu'on peut remettre la présentation. Il y avait des crédits. Je sais pas s'il y avait des gens qui voulaient vous noter un petit peu les jeux. J'avais entendu quelques soufflements. Je sais pas si c'était par rapport à ça. C'est une question qui est super intéressante que tu poses, qui se pose pas que en jeu vidéo, parce que enfin voilà. Prenons un exemple bête, mais Fight Club, enfin voilà. Et puis même, que soit Fight Club, que soit Breaking Bad, etc., que beaucoup interprètent comme c'est des œuvres qui sont censées être critiques. Et effectivement, je pense qu'on peut, de façon très sérieuse, lire Fight Club comme une très large critique de la masculinité, du masculinisme, etc. Et il y a je pense qu'il y a plusieurs trucs. Il y a ce côté à la fois... on va représenter, et dans Helldivers 2 aussi, on va représenter le fascisme. Et la grande question, c'est est-ce que le fascisme, il produit toujours une certaine fascination. Et genre, comment est-ce que tu fais pour la combattre? Parce que parfois, tu peux la représenter de la façon la plus immonde qui soit. Les gens ne comprendront pas que c'est... Enfin voilà, les gens ne comprendront pas Fight Club, les gens ne comprendront pas que c'est une critique et ne verront pas ça et resteront sur le côté fascination. Et il n'y a pas... précisément, il n'y a pas une réponse précise, il y a pas... Enfin voilà, je n'ai pas là aujourd'hui un truc. Je pense qu'il y a aussi un deuxième enjeu qui est intéressant à analyser aussi beaucoup sur le cinéma américain, mais qui je pense va se retrouver dans beaucoup d'œuvres collectives différentes. Il y a ce qui était appelé le double speak, qui est que globalement dans le cinéma américain, il y a très souvent dans l'équipe de production des gens qui sont assez progressistes, des gens qui sont assez conservateurs. C'est Noël Birch qui je crois, montrait beaucoup que très souvent c'était le scénariste qui était particulièrement, qui était plutôt conservateur, et le réalisateur qui était plutôt progressiste. Et que ce soit dans des films, dans les premiers films de Scorsese ou quoi, il y a toujours un peu ce côté. On ne sait jamais trop si c'est une critique ou si ça l'est pas, et les gens l'interprètent un peu comme on veut, parce qu'au final, il y a des gens dans l'équipe qui vont essayer de montrer comme le mec à l'écran est devenu un gros bâtard, et il y a des gens dans la team qui vont aussi être fascinés par cette personne-là. C'est probablement aussi un petit peu la même chose pour les JRPG. Alors ça dépend beaucoup des JRPG, je suis pas une experte en JRPG. Certains sont très gauchistes, certains d'autres pas, mais il y a toujours un peu ce côté dans les œuvres collectives. Parfois, le discours aussi n'est pas très clair. Je ne sais pas. C'est un enjeu intéressant. Voilà, désolé, je n'ai pas une réponse précise. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était super. Moi, j'avais une question sur les représentations, parce que si j'ai bien compris, pendant ta présentation, tu parlais du fait qu'il y avait des représentations qui étaient trop peut-être édulcorées, des personnes trans ou LGBT en général, et que c'était comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes, et voilà. Et justement, dans des milieux militants, moi j'ai entendu le discours inverse où des personnes en avaient marre de voir des représentations tragiques, dramatiques, toujours liées à, pour les communautés homosexuelles, par exemple, des récits sur le sida, le VIH, des choses vraiment pathétiques, quoi. Et donc, justement, qui étaient contentes de voir des représentations un peu, justement, où au final, ça peut être aussi quelque chose d'anecdotique, c'est-à-dire que ce personnage, il est queer, et c'est tout. Personne ne va faire de remarques dessus. Et au final, ça peut être aussi perçu comme quelque chose d'agréable. Mais je comprends aussi, je te rejoins aussi que des fois, c'est frustrant, typiquement dans des séries Netflix où, je sais pas, comme Sex Education, où on dirait que c'est quoi ce lycée, en fait, où tout le monde a l'air de traverser son adolescence et c'est OK. Et donc, je voulais savoir, pour toi, quelle est au final la meilleure solution? Quel serait le meilleur discours de représentation entre ce juste milieu, quoi. Merci. C'est une question qui est super intéressante.
Moi, j'ai eu un peu ce côté-là de chercher des représentations joyeuses. Ce côté un petit peu inverse aussi de très vite, j'ai entendu ces discours sur le queer suffering et le fait de c'était pas ouf quand ça finissait toujours de façon tragique. Ce qui est de façon générale quelque chose avec laquelle je suis plutôt d'accord aussi. Mais par exemple, voilà, je vais prendre un exemple très simple, Signalis. La première fois que j'ai fait Signalis, je me suis vraiment fermé en me disant ah mince, non, c'est encore une histoire de queer suffering, c'est pas ouf, etc. Et j'ai pas vu aussi que c'était un jeu qui me parlait. C'est ce que je regrette depuis que, en vrai, c'est un jeu qui m'a beaucoup parlé sur beaucoup de choses différentes. Et je pense que c'est pour beaucoup une question de nuance. Quand je parle, par exemple, de montrer des souffrances, je le dis pas en mode il faut que ce soit justement tragique, il faut que ce soit horrible. Genre, on peut avoir des jeux qui sont comment dire ça on peut avoir des jeux qui sont plutôt joyeux, qui sont plutôt doux. E-Found est un peu triste, mais c'est quand même pas non plus la souffrance et le doom d'un bout à l'autre. Pareil pour Night in the Woods, ça peut être des sujets où justement l'homosexualité ou la transidentité de certains personnages est pas le truc central non plus. Comment dire ça, mais parle d'autres choses. Enfin voilà, dans les scènes de Night in the Woods où ça parle de l'homosexualité. Alors c'est pas non plus méga joyeux, mais il y a aussi un peu ce côté c'est pas non plus trop le comment dire ça. C'est pas montrer spécifiquement une agression homophobe de bout en bout et tout. Je sais plus où je voulais en conclure. Je pense quand même qu'il y a quand même ce côté. On peut montrer des utopies, entre guillemets, juste dans le sens des endroits où c'est un peu mieux que là maintenant et que la réalité aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, allons dans le registre aussi de l'utopie. Et du côté un petit peu, c'est ça qu'on peut imaginer. C'est ça aussi, c'est des endroits, il y a des endroits qui sont un petit peu utopiques pour les communes LGBT. Genre, on peut se concentrer sur les voilà. J'ai envie de donner par exemple la série Pause où voilà, il y a ce côté. Enfin, on crée une utopie une utopie dans un monde qui est extrêmement violent. Or, pour le coup, on montre aussi énormément de violence. J'ai toujours un peu me taper là-dessus. Mais voilà, c'est pas non plus. Je parle pas non plus de montrer graphiquement de la souffrance horrible, etc. Voire de focus tout là-dessus. Mais en tout cas, avoir ce côté, d'avoir cette certaine distance, de comprendre que c'est peut-être pas non plus la situation qui est là maintenant aujourd'hui, et qu'il faut pour moi, aussi être conscient qu'il faut évoluer vers ça. Il faut travailler ensemble pour évoluer vers ça. Bonjour, merci beaucoup pour la conf. J'avais 2 points à soulever. Le premier, c'est que là, on est entre universitaires. On a pratiquement tous fait des études longues, voire très longues. Il y a des gens qui ont plusieurs masters dans la salle. Il y a énormément de jeux qui sont des queer games, qui sont des jeux très niches, qui sont chouettes, qui parlent de nos vécus tels qu'on est amené à les vivre et à les ressentir, et qui sont pas du tout partagés avec le grand public. Ils sont pas du tout mis en avant dans la presse, et on a l'impression que les seules paroles qu'on laisse, ça va être des The Last of Us 2 pour parler de nos ressentis. On est complètement coupé des classes populaires qui sont pas présentes dans le monde du jeu vidéo. Je ne sais pas combien il y a d'enfants d'ouvriers dans tous les Engevines confondus, mais on ne doit pas atteindre la dizaine. Je ne sais même pas si on atteint les 2. Et derrière, en fait, on a toute cette réflexion de groupe, de personnes du jeu vidéo, on aimerait qu'il y ait des meilleures représentations, et en même temps, on ne donne pas les moyens à nos œuvres de pouvoir être massifiées, en fait. D'une part, par l'exclusion entre guillemets des classes populaires, parce que on fait des références obscures à plein de trucs qui parlent pas à tout le monde, et de l'autre côté parce que en fait on est assigné au discours majoritaire et de CNews, de Fox News et compagnie, de woke.
Et donc on a toute une nouvelle génération qui est très cristallisée entre d'une part une jeunesse qui est plutôt ouverte et de l'autre côté des jeunes qui se cristallisent sur des positions anti-woke et radicales. Et ma question c'était, est-ce que tu as des idées de réflexion sur comment réussir à atteindre justement toute cette jeunesse qui se cristallise à droite et qui est complètement fermée à partir du moment où va y avoir des pronoms dans un jeu ou des choses comme ça? Merci. Merci pour la question. Il y a plein de trucs dans ta question. Par exemple, je ne sais pas si comment dire ça, si spécifiquement les jeunesses radicalisées sont des gens des classes populaires, ce qui est pas. Je suis pas globalement sûr, etc. Donc je vais peut-être les prendre un petit peu à part. Et puis il y a le problème des queer games et de comment ils se partagent, etc. Il y a un peu le double truc. Tu vois, genre, je prends l'exemple, quand je prends un exemple comme celui de If Found, qui est un peu dans un petit coin là. Alors, j'ai pas pris l'image la plus simple et la plus sexy, mais globalement, c'est pas non plus un récit qui est très. Pour le coup, il y a certains récits qui sont assez clairs et assez simples à comprendre de ce côté-là, qui se font déjà un petit peu, etc., qui sont effectivement plutôt ignorés par la presse, qui réussissent pas trop à saisir la valeur de ces trucs-là, notamment. Après, il y a un petit peu la question de est-ce que massifier exactement c'est notre but et c'est notre solution? Est-ce que va pas toujours y avoir un peu une comment dire ça, un peu un mauvais côté avec le fait de pour massifier il faut plus de budget, et il faut convaincre les investisseurs, et il faut faire grandir la structure, et au final on a tous les en fait on se retrouve avec tous les problèmes qu'on a déjà dans l'industrie. Alors c'est pas non plus dire qu'il faut juste faire des jeux tout seul dans son coin dans un collectif anarcho-queer, c'est très cool, mais c'est pas non plus en mode c'est ça la seule création qui est éthique, etc. C'est que c'est compliqué, et c'est le problème d'être dans une société qui est aussi violente. C'est compliqué de porter nos voix de cette façon-là. Mais il y a aussi un petit peu, parler en circuit court, organiser des trucs près des gens et tout, et parler un petit peu, aller directement les chercher, leur filer des trucs et tout, aux classes populaires. Et sur le côté des jeunesses radicalisées, je pense qu'il y a aussi ça reste. Est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment eux qu'on a envie de chercher? Est-ce qu'il y a pour moi, tu vois, genre il y a pas 50% des jeunes qui sont déjà queer, maxi déconstruits, etc. et 50% des jeunes qui sont entraînés sur le 18-25. Ce serait chaud quand même, et on aurait plus de harcèlement. Donc heureusement, ça va un peu. C'est ok. Je pense plus que je vais réussir à formuler ce que je veux dire. Non, c'est nul quand j'ai des blancs. Oui, voilà, je pense plus que il y a un peu ce côté. Il y a beaucoup de jeunes qui sont pas très politisés, en fait. Je pense que la plupart, il y a quelques jeunes qui sont un petit peu, qui sont déjà à fond. Il y a des jeunes qui sont déjà des gros fachos, mais il y en a une grande partie qui sont à peu près sympathiques, qui voient pas trop le problème qu'il y a avec l'homosexualité, etc. Mais qui sont pas non plus justement trop conscients du fait que c'est pas juste. Je sais que de façon, je le vois avec la classe de ma petite sœur qui allait dans la même école que moi, et où moi c'était violemment homophobe un peu tout le temps, toute la journée, etc. Et elle, littéralement dans sa classe, on pouvait parler de sujets. Il y avait des couples homosexuels, ça allait un peu mieux, etc. Et je pense que il y a quand même cette acceptation qui est un petit peu plus générale et plus diffuse. Mais au moment où justement ça deviendra politique, et où il va commencer et où la droite va commencer à récupérer des gens avec une porte d'entrée ou l'autre, avec l'immigration en France beaucoup aujourd'hui, avec quoi que ce soit, et c'est là que avec les médias et tout, et c'est là que ça va commencer qui vont commencer à tendre vers la droite, et c'est là qu'il faut aussi les choper et les politiser en mode vous voulez
vous voulez être pour la cause LGBT, ouais, mais il va y avoir besoin de travail, il va falloir travailler avec nous, quoi. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante et ces échanges très riches en pistes de réflexion. On vous retrouve sur vos réseaux et aussi sur votre chaîne YouTube, du coup, H. Donc c'était la dernière conférence de la journée, cette première journée des EGC. On vous donne rendez-vous soit dans l'Atrium pour aller tester les jeux, échanger entre étudiants, intervenants, intervenantes, soit demain matin à 9h30 pour la table ronde recherche et jeux vidéo.